Bienvenue dans Féminin, le rendez-vous des femmes par les femmes. Je suis Angelina, votre hôte, et je suis ravie de vous accompagner dans ce voyage qui promet d'être captivant. Plongez avec nous dans des conversations authentiques, des conseils pratiques et des histoires inspirantes qui feront vibrer votre féminité. Bonne écoute! Bonjour Justine, je suis ravie de te recevoir pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important. On va parler de ton parcours face au cancer du sein. Et avant de commencer, j'aimerais faire des petits rappels de chiffres et notamment souligner que le cancer du sein est le cancer le plus courant chez les femmes en France et dans le monde et qu'en France, environ 3000 femmes de moins de 40 ans sont diagnostiquées avec un cancer du sein chaque année. C'est justement tout l'intérêt de cet épisode, de rappeler que c'est important de parler du cancer du sein comme toute autre forme de cancer ou de maladie qui impacte les malades et les accompagnants. Et de leur apporter aussi du soutien à ces personnes concernées, directement ou indirectement via cet épisode, parce que Féminin, c'est un podcast qui est sans tabou, où tous les épisodes sont voués à être bienveillants et ont vocation à accompagner les gens. Pour commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, je te propose de te laisser la parole et que tu nous en dises un peu plus sur toi. Bonjour Angelina et merci à toi de me recevoir dans ton podcast. Je suis honorée de pouvoir parler de ce sujet. Donc moi c'est Justine, j'ai 32 ans. J'ai été diagnostiquée d'un cancer du sein triple négatif en octobre 2023. De formation, je suis infirmière. Donc j'ai travaillé pendant 10 ans, pour la plupart du temps dans les blocs opératoires. Et j'ai quitté l'hôpital après le Covid et je me suis reconvertie dans la photographie. Je me suis spécialisée dans la mise en valeur de la femme et c'est vraiment ce qui me fait vibrer. C'est un petit peu comme toi, hein. Toi tu laisses la parole aux femmes et moi je les laisse s'exprimer devant mon objectif. Donc voilà, je prends plus soin des malades à l'hôpital, mais je prends soin des femmes et c'était vraiment important pour moi de faire un métier qui ait du sens. Et sans savoir que ce serait moi un jour qui passerait devant ce même objectif et qui serait à cette place vulnérable. Et voilà, donc c'est la maladie qui m'a touchée l'année dernière. Comment ça s'est déroulé? Un dimanche sous la douche, en train de se raser les aisselles. Et là, on touchait une petite boule. Donc une petite boule sous l'aisselle. Sous l'aisselle. Infirmière de formation, ça fait vite écho. Dans la tête, c'est boum, cancer quoi, tu vois. Tu te calmes 2 minutes, tu te dis t'affoles pas, ça a pas l'air d'un bouton, tu vois, ça a pas l'air d'un poil incarné. Et je vois que c'est un truc qui cloche. Rapidement, je vois que ça cloche, je vois avec les jours qui passent que ça diminue pas, et au contraire que ça grossit. Je l'ai dit à très peu de personnes, mais ce moment sous la douche, j'ai eu un flash en fait. Tu sais, comme dans les films où t'as les acteurs qui voient leur vie défiler là. Et en fait, je me suis vue malade. Et je me suis vue avec le crâne chauve, je me suis vue avec des foulards, je me suis vue littéralement avec un cancer. Mais t'essayes de mettre ça dans un coin de ta tête, te dire oublie ce que t'es en train de percuter là, et puis on verra dans quelques jours, dans quelques semaines. Laisse couler, donc j'en parle à mon chéri. Évidemment, je me palpe les seins, rien, pas de boule. Alors, tu vois, j'ai des petits seins qui sont pas très denses. Enfin voilà, je me dis si j'avais une boule dans le sein, ça se verrait quoi. Donc rien du tout. Et rapidement, effectivement, cette boule quand même sous l'aisselle, elle grossit. Ça va pas quoi. Il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que je consulte. Tu prends rendez-vous, tu en discutes donc avec ton médecin traitant? Non, ma gynécologue. Ta gynécologue? Ouais. Gynécologue qui est quelqu'un que je connais, qui est une personne en or avec qui je travaillais à l'hôpital, qui me fait une écho, mais avec un vieil appareil d'écho, pas affolé, mais qui me dit chagrinée en fait, tu vois. Presque elle aurait préféré trouver quelque chose que de se dire là il y a un ganglion, oui certes, il y en a même plusieurs. Sauf que d'aspect normal en fait. Comme si tu vois quand t'as l'angine et que t'as les ganglions dans la gorge qui sont inflammés, oui, OK, c'est inflammé, Donc elle m'envoie tout de suite prendre un rendez-vous pour une écho plus poussée avec la radiologue de l'hôpital et une mammo. À l'écho, tout est normal. Donc tu vois les ganglions, sur l'appareil d'écho, tu vois tout, mais d'aspect normal, vascularisé, tu vois. Un ganglion qui apparaît très malade, ce serait un ganglion qui bouge pas, qui serait dur, et là, c'était pas le cas.
En tout cas, à l'image, ça montrait pas que c'était pathologique. Donc, pas plus inquiète que ça. C'est-à-dire qu'on ne s'inquiète pas, puisque donc, en tout cas, les professionnels considèrent que à l'image, c'est pas alarmant, mais on te demande quand même de faire d'autres tests Oui. parce qu'on a un doute, parce qu'on ils préfèrent creuser. Parce que ils préfèrent creuser, parce que j'ai un âge, et pour le coup, j'ai eu beaucoup de chance pour ça, c'est qu'on m'a pas lâché et j'ai pas eu de ces médecins, comme on peut entendre beaucoup de témoignages, qui te répondent oh, t'as 30 ans, rentre chez toi et reviens dans un an, quoi. Ça arrive énormément. Et j'ai eu de la chance, c'est que non, elles m'ont pas lâché et donc elles sont allées chercher. Elles voulaient pas me laisser tant qu'elles avaient pas trouvé ce qui se passait. Donc bilan sanguin qui est apparu assez perturbé. J'avais des globules blancs qui étaient à plat. Donc on m'a contacté, mon médecin traitant qui me contacte en me disant mais t'es à la limite il faut qu'on t'hospitalise, comment tu te sens, ton bilan il est complètement perturbé. Je dis non mais je suis carrément en forme. C'est une des questions que je voulais te poser. Est-ce que pendant toute cette période avant diagnostic, hormis du coup cette boule en dessous de l'aisselle, Ouais. tu avais d'autres signes, des choses qui te tiltaient, quoi? Rien du tout. Rien du tout, autant physiquement que non, rien du tout. Rien du tout. Après, professionnellement, j'étais en plein boom, j'étais en train d'ouvrir mon studio photo. Donc en fait, on a pris un local, on a complètement tout retapé, et, j'étais à fond quoi, littéralement, j'étais en pleine vie mais à fond de cale. Donc non, aucun signe, si ce n'est de la fatigue immédiate quoi qui paraissait normal en Ouais. fait sur le papier. Ouais. Et donc, tes globules blancs sont à plat. Donc, si on peut le reformuler, l'idée, c'est que normalement, une personne en bonne santé, elle a des globules blancs un peu plus hauts. Voilà, tout simplement. C'est que les globules blancs, quand ils sont qui sont à plat, là, ça veut dire qu'en gros, là, c'était signe d'infection, mais qui était costaud, quoi. Qui était costaud. Et donc de là, mon médecin traitant me fait venir. 1 heure après, je suis dans son cabinet puisqu'il est tout affolé. Alors que moi, j'étais complètement normale. Et il me dit, là, il faut qu'on prenne rendez-vous avec un hématologue. Donc l'hématologue, c'est le toté spécialiste du sang, on va dire, toutes les maladies chroniques sanguines. Donc ouais, je commence à me dire bon, bizarre quand même. Donc tout s'enchaîne, consultation hémato, complètement normale. On explore tout, le bilan sanguin, on fait toutes les sérologies possibles, toutes les VIH, hépatite, tout ce qui est maladie auto-immune, etc. Enfin bref, on explore tout de fond en comble. Rien ne sort de tout ça. En attendant, la boule continue de grossir sous l'aisselle. J'en sens même une deuxième en dessous. Donc là, tu te dis, ouais, ça avance quand même. Je retourne, je vais faire une écho. À l'écho, du coup, la radiologue était quand même assez inquiète de ces ganglions qui grossissaient. Donc du coup, elle a décidé de faire une biopsie. Donc ça, c'est un petit prélèvement, du coup, directement sur le ganglion. Et donc ça part en analyse et ça met plusieurs semaines à être traité. Et après, le diagnostic tombe des semaines plus tard. Vendredi 13, en plein octobre rose. Donc j'ai été contactée par le secrétariat de gynécologie pour voir la remplaçante de ma gynéco et là coup de massue quoi. Ce jour-là, on t'a annoncé que t'avais un cancer. Ouais. Je me rappelle que encore une fois, comme dans les films, quand t'as l'impression de sortir de ton corps, d'être complètement détaché en dehors de la pièce. J'avais les oreilles qui bourdonnaient, j'avais les larmes qui commençaient à monter, et puis elle continuait à me parler. Et puis j'entendais plus rien. J'étais juste boum quoi. Comme si j'avais une bombe qui venait de m'exploser devant la tête quoi. J'étais toute seule en plus parce que j'étais pas inquiète, tu vois, elle m'appelle pour me donner les résultats. Bon OK, vite fait, allez on y va 5 minutes. Et puis non, complètement sous le choc. Et de là donc elle m'annonce mon cancer, le type de cancer qui est le triple négatif. C'est un cancer qui est très agressif. Qui a des récepteurs en moins que d'autres cancers, ce qui veut dire que ça limite les traitements. C'est-à-dire que le cancer-là, ne réagit pas aux hormones. Donc, c'est-à-dire déjà tous les traitements hormonaux, tout oui. Donc, en fait, cancer triple négatif, dans ta tête, quand tu l'entends, c'est ça diminue tes chances de survie, quoi, tu vois. Encore plus, je suppose, en tant qu'infirmière de formation. Ouais. Parce que c'est vrai que on en parlait en off. En fait, il existe plusieurs formes de cancer, plus ou moins agressives.
Mais j'imagine qu'en tant qu'infirmière, tu as aussi vécu tout ça d'un autre œil, en tout cas, avec les informations que tu avais aussi emmagasinées de par ton expérience. Donc c'est vrai que quand tu entends ça, c'est un autre coup. Si tu veux, je connaissais à peine le cancer triple négatif. Après, Google est ton ami. Chose à ne pas faire, mais évidemment que tu fais. Et puis là, tu t'enterres vivante, cancer triple négatif chez la femme jeune. Donc faut savoir que le cancer triple négatif, il touche 15 à 20% des femmes. C'est 15 à 20% des cancers du sein. Et qui est donc très agressif, qui a une progression très rapide et qui a un haut risque de récidive. Donc, ouais, ça fait peur. Est-ce que selon toi, il y a des éléments qui t'ont aidé quand même à intégrer cette situation? Au moment du diagnostic, je pense que le fait que je sois infirmière m'a aidé. À la fois, m'a pas aidé du tout. Parce que, en toute logique, tu sais ce que tu as, tu sais aussi ce qui t'attend. Donc, en fait, ouais, t'as la connaissance. Et puis, t'as cette anticipation de tout, en fait, tout au long de ton parcours. Tu voyais les étapes. Ouais. Tu les voyais avant qu'elles arrivent. C'est ça. Mais en fait, c'est une question et j'ai envie de dire c'est tellement personnel parce que je pense que chacun vit son combat différemment et en effet, parfois on a besoin d'être dans l'action, dans l'anticipation, etc. Et d'autres ont juste besoin d'être guidés et d'être accompagnés et de se laisser justement porter. Et ça démarre justement dès ce diagnostic, dès l'annonce. C'est de réussir à trouver ce qu'il nous faut, quoi. Tout à fait. Moi, du coup, pour répondre à ta question, je pense que ce qui m'a aidé dès le début, c'est mon mindset, parce que je me suis mise rapidement en tout cas, dans une position de fonceuse. J'ai pas eu cette phase de déni, de colère où j'y croyais pas, ou tu vois. J'ai rapidement intégré l'idée. C'est ça. Et je me suis dit, ok, go, quoi. On va se battre et... Je te l'ai pas demandé, il s'est passé combien de temps entre ce soir dans la douche et le diagnostic? Ouais. À peu près 1 mois et demi. Donc ça a été quand même assez rapide et en même temps, ouais. Très rapide, ouais. Très très rapide. Il faut savoir que j'ai eu beaucoup de chance, encore une fois, dans ma prise en charge. C'était du personnel médical que je connaissais, donc ça a facilité les choses, j'avoue. J'ai eu la chance d'avoir des examens rapidement. Après la biopsie et ces échos-là, tous les examens annexes ont été programmés ici et avec une rapidité vraiment exceptionnelle. Ouais. Parce que justement, donc il y a ce 13 octobre, le jour de diagnostic, et après commence un vrai combat. Un vrai combat avec beaucoup d'étapes et un parcours de soins qui va être long. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'étape et sur ce parcours? Donc première étape, c'est justement vérifier qu'il n'y ait pas d'autres parties, je dirais, infectées. Et ensuite, en fait, dans mon cas, c'était déjà trouver le cancer, parce qu'en fait, si tu veux, dans la biopsie, le résultat de la biopsie qu'on a eu, c'était affiché comme un cancer du sein, qui est déjà du coup dans la circulation lymphatique, qui fait que ça vient dans tes ganglions. Mais au niveau du sein, j'avais rien en fait, et j'avais rien du tout. Les signes précurseurs, on va dire en général, qui doivent alerter. Du coup, j'en profite. Les femmes, c'est une rétraction du mamelon, donc le mamelon qui rentre sur lui-même. C'est donc la boule dans le sein. C'est un écoulement au niveau du mamelon ou toute déformation du sein. Moi, j'avais rien de tout ça du tout. J'avais un sein qui était complètement normal. J'avais beau me palper, tous les médecins m'ont palpé dans tous les sens, il y avait rien. Et une ultime palpation, c'est mon oncologue qui a senti un mini ganglion. Et donc, je te passe les détails, mais on a biopsié ce ganglion et c'est avéré que c'était la tumeur primitive. Donc une fois que la tumeur primitive et l'étendue du cancer a été identifiée, la suite c'est de définir les traitements. Et donc pour moi, le parcours, c'était chimiothérapie avec de l'immunothérapie, c'était la chirurgie en second et la radiothérapie en dernier. Est-ce que tu peux nous expliquer en fait l'idée? La chimio, ça vient faire fondre les cellules cancéreuses. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai bien répondu au traitement. J'ai même eu une réponse complète. Donc ça, c'était top. Tout comme il y a plusieurs types de chimio, il y a plusieurs types de chirurgie. Donc soit on va enlever juste la tumeur, mais sauf que moi, soit elle avait déjà été enlevée. C'était tout rikiki. Et donc l'idée, ça aurait été de venir curer autour de la tumeur qui avait déjà été prélevée
Donc soit ça, soit on enlève le titi. Donc moi, on m'a enlevé le titi et on m'a enlevé les ganglions qui étaient atteints. Donc quand tu disais que tu avais une réponse complète, c'est-à-dire qu'en fait la tumeur a entre guillemets disparu, c'est ça? Parce qu'on fait des examens de contrôle, on a fait à mi-parcours de chimio, mais il me semble. Et donc au scanner et à l'IRM, on voyait que les ganglions avaient carrément fondu. Et donc ça, c'était déjà une très très bonne nouvelle que de partir à la chirurgie avec déjà une bonne réponse au niveau cellulaire, quoi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce parcours de chimio? C'est vrai que l'image qu'on a de la chimio, surtout en tant que femme, c'est, j'y pense moi, ça, la perte des cheveux. Mais ça va bien au-delà de tout ça. Il y a beaucoup d'effets secondaires. Comment tu as emmagasiné tout ça? Alors la chimio, moi comme toi, hein, c'est tout de suite c'est les cheveux. Et ça, c'était vraiment dur. Ça peut paraître bête parce que tu te dis les cheveux ça repousse, c'est rien, c'est pas ça qui nous définit. Et pourtant, et pourtant, et pourtant, et pourtant c'est tellement important. C'est ton identité de femme, tes cheveux. Enfin, en tout cas pour moi, hein, pour tout ce que je dis dans ce podcast, je préfère redire que c'est vraiment ce qui me concerne et que c'est ma vérité à moi. Toute femme est différente et peut vivre les choses différemment. La perte de cheveux, elle est apparue à partir de ma 3e chimio. J'avais les cheveux qui commençaient à tomber fort, tu vois, par poignée. Et j'avais lu beaucoup de témoignages comme quoi, à partir de ce moment-là où ça commençait à tomber, la chute, elle était presque inévitable. Moi, pour la petite histoire, ma sœur, elle est coiffeuse, donc c'est elle qui me chouchoute depuis mon enfance. Donc c'était encore plus dur de se dire que je perdais mes cheveux et qu'en plus j'étais loin de ma sœur. Enfin, il y a tout un processus en plus qui s'est fait psychologique. Bref, c'était vraiment très dur. Mais j'ai décidé de me faire tondre par une professionnelle qui m'a accueillie dans son salon avec mes amis, mes parents et mon chéri. Et on a fait ça en famille, quoi. Vous en avez fait un moment d'amour et de partage, quoi. Ouais. C'était important. C'était important. Jusqu'à la dernière minute, je savais pas comment ça allait se passer. C'est mon chéri qui a insisté pour qu'on fasse venir nos proches. Et finalement, c'était la meilleure idée qui soit parce que même si on a un souvenir difficile, je sais que j'étais dans une bulle d'amour, quoi, vraiment. Qu'est-ce qui t'a aidé dans cette période? Ouais, ce qui m'a aidé dans cette période, c'est l'entourage. Mon entourage, c'est mon chéri qui m'a pas un seul jour est passé sans qu'ils me disent que j'étais quand même belle. Et mes copines, mon entourage qui me disait que voilà, que ça changeait rien. Et même si toi, ton regard dans le miroir, le regard que tu portes sur toi-même, il est terrible, il est dur. Enfin, t'évites le miroir parce que t'as pas envie de voir ce reflet. Mais c'est vraiment l'amour de mes proches. Est-ce que tu as mis des choses en place dans ton quotidien pour retrouver un peu de lumière et un peu d'amour propre, en tout cas d'amour envers toi? Ça, c'est compliqué, hein. C'est compliqué parce que les cheveux, c'était vraiment dur pour moi. Je me rappelle encore d'une phrase que j'ai dit à une de mes meilleures amies. J'ai dit, j'aurais préféré qu'on m'enlève un titi maintenant plutôt que de perdre mes cheveux. Donc tu vois, pour moi, c'était dur. Et ce qui est dur, encore plus dur, c'est le regard que les autres posent sur toi. J'entends les autres, j'entends les étrangers, enfin les personnes que tu ne connais pas, qui te croisent dans la rue avec juste le crâne rasé ou plus tard du coup ça a été les foulards et ce regard il est la plupart du temps pas malveillant mais il interpelle et il te rappelle à chaque seconde que t'es malade et ça c'est dur mais voilà non encore une fois ce qui m'a aidé c'est l'amour des autres. Ton regard sur toi il est dur donc après moi j'ai toujours pris soin de moi, j'ai toujours été coquette, je suis allée à toutes mes chimios, comme tu me vois là, maquillée, avec les ongles pour protéger les ongles des chimios, pimpante quoi, je me suis pas laissée aller belle du tout. Essayer d'être belle avec des artifices pour nous aider, mais ouais. On a du mal à visualiser, je pense. Tu me parlais là du fait que tu allais à l'hôpital faire tes chimios. En fait, c'est presque des rendez-vous. C'est des rendez-vous. Là, en tout cas pour ma chimio, moi c'était toutes les semaines, donc tous les mercredis, tu prépares ton sac chimio, tu fais ton vernis la veille pour protéger tes ongles, tu mets ta petite huile pour protéger ton crâne et bien protéger tes petits bulbes pour la repousse plus tard.
en fait, la maladie dicte, enfin, te fait ton agenda, te dicte ta vie, et donc, bah oui, bah là, c'était mercredi, c'était chimio. Et à côté de ça, je suppose que ça s'arrête pas là. Bah, ça s'arrête pas là. Après, il y a les effets secondaires quand tu rentres chez toi. Mais globalement, j'ai été chanceuse. J'ai quand même plutôt bien réagi à la chimio. Il y a beaucoup de traitements parallèles qu'on te fait prendre en systématique avant ta chimio, pendant ta chimio et les quelques premiers jours après la chimio, pour couvrir tout ce qui est nausées surtout, nausées, vomissements. Donc ça aide énormément. Et voilà, mais après il y a des effets indésirables comme voilà, typiquement c'est nausées, vomissements, bouffées de chaleur, fatigue. Enfin, je sais que je rentrais de ma chimio, je dormais tout l'après-midi. Après, avec certaines chimios, tu peux avoir des fourmillements dans les mains et dans les pieds. Et après, tout ce qui est au niveau esthétique aussi, c'est les ongles qui peuvent noircir avec les produits de chimio. Et voilà, la perte de toute pilosité, donc de tes cheveux, tes cils, tes sourcils. Tu en parlais, tout ce parcours, en fait, c'est le vivre déjà soi-même, mais c'est aussi le vivre avec son entourage. Tu disais que ton chéri te rappelait justement comme tu étais belle, peu importe ton apparence physique, entre guillemets. Est-ce que tu te souviens aussi justement de ce jour où tu as dû leur expliquer tout ça et de toutes les étapes après qui ont suivi? Alors oui. Alors moi, du coup, quand j'ai appris pour mon cancer, mes parents, ils étaient ici en vacances. Ils sont à leur retraite, donc ils avaient prévu 3 mois de vacances ici. Donc ils étaient dans les îles. Donc on a attendu qu'ils rentrent pour leur annoncer. Et évidemment, ça a été peut-être une des choses les plus difficiles de ma vie de leur annoncer ça. Tout comme ma sœur avec qui je suis très proche, tout comme mes meilleurs amis. On te prépare pas un jour à annoncer que t'as un cancer aux personnes qui te sont chères. Et ce qui me faisait peur aussi, c'était la réaction en face. Enfin, moi, je culpabilisais énormément de devoir infliger ça à mes parents, tu vois. Oh là, l'émotion qui va monter là, laisse tomber. Donc ouais, non, c'était dur. Mais après, je leur ai laissé le temps d'encaisser, je pense. Mais je leur ai rapidement demandé de se mettre dans une posture, comme moi, on y va et go, positif. Je leur ai demandé d'être positif. Tu disais, je culpabilisais. Je culpabilisais dans l'instant. Après, je sais que j'y peux rien. Je sais que c'est pas de ma faute. Mais c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, de devoir annoncer ça et de leur faire du mal, de les inquiéter à 70 ans, tu vois. Ouais, c'est dur. C'est un vrai sujet et ça me fait penser à l'épisode avec Manika, où, justement, qui est infirmière aussi, et où on parle de l'importance de communiquer et de ces chaînes qu'on se met parfois par peur de blesser les personnes qu'on aime, en fait. Oui. On se rend compte que quand on aime quelqu'un, on veut tellement pas lui faire de mal, tellement pas lui infliger cette peine, qu'on préfère la garder tout entière pour soi, quoi. Oui, c'est très vrai. Après, moi, avec mon chéri, on communique beaucoup. J'ai appris grâce à lui à communiquer et à exprimer toutes les choses, qu'elles soient positives ou négatives. Et donc, dans ce parcours de soins, en plus de ça, étant infirmiers tous les deux, mon chéri est infirmier aussi, je pense qu'on a été plutôt sans filtre et sans tabou dès le début. Et en fait, justement, on avait la parole complètement libre et ouverte et finalement, peut-être au détriment des personnes qui nous entouraient parce que on parlait très librement et je pense que ça n'a pas protégé mes parents, tu vois, par exemple, qui étaient à côté et qui se rendaient compte de choses, je pense, plus rapidement que prévu. Et en même temps, c'était votre manière de faire et justement, c'est ce que j'ai aimé dans ce que tu as dit, c'est le fait de parler sans tabou. Parce qu'en fait, la maladie, c'est souvent tabou, comme plein d'autres sujets. Et ça me semble important de rappeler que ça ne doit pas l'être. Alors après, c'est encore une fois ma perception des choses, mais je pense que il est bien en tant qu'accompagnant ou patient de communiquer et de réussir à discuter de tout, de rien, peu importe, de la maladie, des difficultés, des petites réussites et en tout cas de parler. Mais complètement.
Complètement. Après, voilà, chaque personne a sa personnalité, son tempérament, et gère ses émotions dans l'instant comme elle peut. Mais ouais, moi, ça a été ma manière de fonctionner. En tout cas, c'était oui de tout verbaliser. Et bah, quand j'étais en colère, et quand je me faisais bien sentir, et quand j'étais triste, et quand j'étais heureuse, et quand je sortais de chimio, j'étais pimpante et que je me disais bah yes, une de plus en moins, bah c'est tout le monde le vivait vraiment, je pense, pleinement avec moi. Ouais, c'est ouais. Justement, donc tu sors de ces chimios, une après une après une. Et est-ce que tu te souviens de ces moments où tu étais heureuse? Tu m'en parlais et j'aimerais bien justement rappeler qu'il y a aussi des moments de joie dans tout ça. Bah carrément. Bah chaque chimio passée déjà c'était un moment de joie. C'était bah une de plus en moins quoi. Chaque semaine concrètement, hein, j'attendais ma chimio comme une droguée clairement. Hein. J'attendais ma dose parce que bah c'était une dose de plus qui m'amenait vers ma guérison en fait si tu veux. Et donc après la chimio vient l'opération. Oui. Donc l'opération, donc ce qu'on m'avait dit au début, c'est qu'on devait juste, bah comme je t'ai dit, on devait juste Me retirer les petites parties autour du ganglion qui avait déjà été prélevé, qui s'est avéré être la tumeur. Sauf que ils se sont rendus compte que mon parcours avait été trop piège avec cette tumeur qu'on ne voyait pas. En fait, cette tumeur, on l'avait vue ni à l'IRM, ni au scanner, ni à la mammo. Donc en fait, ils avaient trop peur qu'il y en ait d'autres dans le sein, aussi petites. Et du coup, ils avaient peur en allant retirer ou juste curer à un seul endroit, ben en fait, on laisse d'autres parties qui étaient aussi atteintes. Donc en fait, bah ça s'est fait un petit peu du jour au lendemain où on m'a appelé, on m'a dit bah finalement on ne te fait pas une tumorectomie, mais une mastectomie. Donc on va t'enlever le sein complètement. Ça a été une autre étape. Oh, ça a été une autre étape, oui. J'étais pas prête. Hein. J'étais pas prête. Je n'étais pas prête à ça parce que depuis des mois je m'étais pas préparée à ça concrètement. Mais après, bah j'étais soumise complètement, vraiment à mes médecins. Je leur faisais totalement confiance et go quoi. Comme depuis le début, on te dit un truc, go, on y va. Vient cette opération, donc on te retire le titi et je dirais entre guillemets dernière étape, la radiothérapie. Ouais. La radiothérapie, elle vient un petit peu fusiller toutes les zones, en tout cas en ce qui me concernait, au niveau du sein et les zones ganglionnaires qui étaient atteintes. C'est un long processus la radiothérapie et c'est assez contraignant parce que tu dois aller tous les jours à l'hôpital et la radiothérapie en soi elle dure 15 minutes on va dire, même pas. Enfin, sur place c'est on va dire 10 minutes. Donc tu dois reprendre la même position tous les jours et pas bouger pendant tout le traitement. Et c'est un traitement qui est indolore. Là encore une fois, j'ai eu de la chance parce que j'ai très bien réagi à la radio. Ma peau, elle a pas eu de brûlure du tout, même pas de rougeur. Enfin voilà, j'ai super bien réagi. Donc encore une fois, tant mieux pour moi. Donc ça a duré 5 semaines. Et c'est là où vraiment, tu commences à quand même voir le bout du tunnel parce que il y a une rééducation quand même qui est longue hein, pour le bras, suite à la mastectomie et au curage ganglionnaire sous l'aisselle. Donc t'as quand même ton corps qui est mutilé, hein, encore une fois. Hein. Donc ça c'est long. Et d'ailleurs, ça me fait penser à ça, c'est que au-delà du personnel de l'hôpital, enfin qui vraiment s'occupe de toi. De ta maladie, on va dire. Il y a aussi un personnel autour, il y a aussi des associations autour, il y a aussi des personnes autour qui s'occupent peut-être de toi, pour le coup, et non pas de ta maladie, mais vraiment de toi. Et je pense que c'est aussi important de le rappeler, c'est qu'on a la possibilité de s'occuper de soi et de faire appel à des personnes pour qu'elles s'occupent de nous. Oui, tout à fait. Il y a plusieurs associations, notamment les Amazones Pacifiques. Moi, j'ai mis du temps à y aller parce que j'étais en projet avec eux de partenariat photographique quand j'étais pas malade et justement pour venir proposer des photos aux femmes qui étaient en traitement et pour montrer à ces femmes-là que malgré tout elles sont belles et que elles ont le droit d'être comme les autres et d'être prises en photo elles aussi. Et en fait, si tu veux, aller aux Amazones, pour moi, c'était du coup, passer de l'autre côté de la barrière. Donc, j'ai mis beaucoup de temps à y aller, mais c'est une amie proche qui m'a
prise par la main et qui ne m'a pas lâchée, qui m'a beaucoup aidée, qui elle aussi est passée par là, qui a eu un cancer l'année avant moi et effectivement dans les associations, tu retrouves des femmes qui sont dans le même cas que toi. Qui ont aussi un cancer du sein, pas forcément le même, qui n'ont pas eu forcément le même traitement, qui n'ont pas réagi forcément pareil que toi. Mais en tout cas, c'est très riche d'échanges et de partage, de petites astuces sur ton quotidien. Et surtout, t'as cette sororité qui fait que en un regard, tu te comprends. Voilà, tu sais, tu te dis, ouais, elle sait par quoi je suis passée. T'as beau avoir tout l'amour du monde et tout le soutien de ton entourage, chose que vraiment j'ai eu. Quelqu'un qui te dit ouais, je comprends. Non, en fait, tu comprends pas. Tu sais pas. Tu sais pas ce que c'est que de recevoir sa chimio, tu sais pas ce que c'est d'être au fond du seau après. Donc non, cette phrase ouais, je comprends. C'est une des phrases qui a été difficile à entendre et que j'ai pas aimé entendre parce que non, on n'est pas à la place des autres. Et là, pour le coup, oui, c'est vrai que il y a une solidarité, notamment, je parle des Amazones parce que j'y suis, et qui fait du bien au cœur. Ouais. Tu parlais de petites astuces dans le quotidien. Est-ce que t'as des... Écoute, les petites astuces, c'était ce que je te disais tout à l'heure, le vernis avant chaque chimio pour protéger ses ongles. Pour moi, ça a été après, notamment sur le comment vivre dans ton quotidien avec avec ton titi en main, parce que ça, on n'a pas le manuel d'utilisation quand on t'enlève ton titi. Donc moi j'ai fait le choix de porter une prothèse externe, donc tu rajoutes dans ton soutien-gorge. Mais c'est pas facile parce que pour comme tu sais ici, hein, on est à Tahiti, il fait chaud, il fait beau, on a des décolletés, on va se baigner. Et non, là concrètement ça change ta vie parce que physiquement, t'as pas envie de te montrer comme ça, t'as pas envie que les gens voient, même si je suis sans tabou, je sais que ça peut choquer. Donc ouais, c'était plus pour préserver les autres. Et puis dans le quotidien, c'est comment gérer, comment mettre un soutien-gorge où en fait t'as pas ton autre titi qui va dedans, quoi. Tu vois? C'était plus pour préserver les autres. Même malade, même avec tout ça, toutes ces épreuves, c'était plus pour préserver les autres. Tu pensais plus aux autres qu'à quoi. Ouais, peut-être. Oui. Et toi, comment tu aurais envie de vivre avec ce titi en main? Encore une fois, j'ai beaucoup de chance d'avoir un chéri qui m'a jamais regardé avec du dégoût ou avec de la pitié. Ou avec la pitié, ouais, exactement. Et ça a toujours été une attitude empathique, mais sans te faire sentir malade à tout moment ou vraiment dans l'état où tu es. Non, il m'a toujours regardé avec les yeux de l'amour. Et donc ça aide beaucoup parce que dans l'intimité ou dans la vie de tous les jours, se balader avec un titi en moins. Moi qui étais avant, tu vois, je pouvais me balader à poil devant tout le monde, pas pudique du tout, mais là, ouais, non, tu fais pas comme tu faisais avant. Ton corps est mutilé quand même, quoi. C'est un changement qui est long à accepter. J'ai envie de venir à aujourd'hui. Mais avant de venir à aujourd'hui, on s'était arrêté à la radiothérapie, on parlait de la lumière blanche au bout du tunnel. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de rémission et est-ce que tu peux me dire déjà ce que c'est et si tu t'en approches? Tu vas rire, mais je sais même pas te dire si je suis en rémission ou pas. Parce que je sais qu'il y a une notion entre, si tu lis vraiment la définition de la rémission, c'est à partir du moment où il y a plus de traces de la maladie dans ton corps. Mais il y a une histoire aussi de fin de traitement, donc ce qui est pas mon cas, je suis pas encore en fin de traitement, mais j'y serai bientôt, dans 2 semaines, donc ça c'est trop bien. Mais du coup la rémission, si tu veux, la rémission c'est un mot qui fait peur, parce que ça te fait rentrer dans une case, et parce que qui dit rémission dit ok t'as fini, mais attention, t'as toujours cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Tu sais que ton type de cancer présente un haut risque de récidive. Et en fait, quand même, ça fait peur, quoi. En fait, la rémission, c'est un mot qui veut aussi dire attention pour soi. Ouais. Et qui veut pas dire
Ça y est. Je sonne la cloche comme on voit. Ouais. Je sonne la cloche, c'est fini, quoi. Ben ouais, les deux en fait. Parce que oui, c'est une victoire. Ouf, ça y est, c'est la fin du parcours. Là, je sais que dans 2 semaines, j'ai mon dernier traitement et après, c'est terminé, quoi, tu vois. Mais à la fois, c'est vrai que cette période de fin de traitement et du coup, fin de maladie, et l'après-cancer, c'est une période qui est très compliquée, psychologiquement, où t'as un peu, physiquement aussi d'ailleurs, parce que t'as un peu, en tout cas pour moi, qui était très, je sais pas si c'est le mot combative tout le long de mon parcours, t'as cette période où tu relâches un peu la pression et t'as ton corps qui lâche en même temps. T'as ces effets indésirables que moi j'ai aujourd'hui, par exemple les douleurs articulaires et voilà, et plein d'autres trucs que psychologiquement, je sais pas comment expliquer, mais c'est un aboutissement et à la fois. Et à la fois, va falloir vivre sans. C'est ça. Alors que t'as vécu avec pendant 1 an. C'est ça. Tout à fait. Et tu vois, mon oncologue, elle m'a dit un truc il y a pas longtemps, elle m'a dit, là, ce que t'es en train de vivre, c'est un peu comme un baby blues. Comme si t'as porté ton cancer pendant des mois. Toute ta vie dépendait de lui, ça. ton organisation, ton planning, et d'un seul coup, il est plus là. Ouais. Et c'est une bonne chose qu'il soit plus là, et on est content. Oui. Ça. Mais c'est vrai qu'il y a un après, et oui, l'après psychologique et physique, c'est aussi une autre étape du cancer, tout compte fait, de la maladie, quoi. Tout à fait. Comment tu vas aujourd'hui, justement? Ça va, je sors d'une période compliquée ces dernières semaines et mois, où tu te prends un peu ce revers de boomerang là justement, où t'as foncé avec une seule idée, c'est survivre à toutes ces épreuves, survivre à tous ces traitements, toutes ces mutilations du corps, toutes ces épreuves psychologiques. Et puis là, effectivement, tu relâches un peu la pression, t'arrives au bout, tu reprends le travail, tu reprends ta vie active. Tu t'autorises à presque revivre comme, entre guillemets, comme avant, parce que ta vie sera plus jamais comme avant. Mais ouais, il y a ce coup de mou là qui vient en fin de parcours qui est assez compliqué à gérer quand même. Après, j'en avais connaissance parce que je me suis beaucoup renseignée, j'ai beaucoup. Parce que tu anticipes les choses. Et aussi, bien sûr. Donc oui, j'aime bien savoir où je vais. Donc oui, je savais que c'était fort possible que ça arrive, mais si tu veux, c'est arrivé un peu plus vite que ce que je pensais. Donc voilà, je pense que je suis en train d'en sortir, mais ouais, c'est une période de down qui est vraiment pas facile et pour le coup d'isolement où t'as l'impression que personne peut t'aider en fait, tu vois. Ouais, t'es sur ces dernières marches là, il y a la ligne d'arrivée qui est juste là et je pense que oui, c'est ça, t'es épuisé, t'as couru tous ces kilomètres pendant des années et ton corps, ton mental, tout est en train de lâcher et en même temps c'est la ligne d'arrivée, quoi. Et donc je suppose que tout le monde autour de toi crie de joie et toi tu sais pas si t'as envie de la passer tellement t'en peux plus. C'est un peu ça. C'est une métaphore, mais je pense qu'en effet, comme on dit, c'est une autre étape et c'est une étape qui est tout aussi importante que l'étape du diagnostic, que l'étape de la chimio, des traitements et de réapprendre à vivre autrement. Ta vie ne sera peut-être plus la même c'est certain. aujourd'hui. Qu'est-ce que tu retiens de toi et peut-être de la vie aussi? Au-delà de ta force combative, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu retiens que cette épreuve t'a apporté? Ce que je retiens, c'est que cette force combative, comme tu dis, je pense qu'on l'a toute en nous. J'ai accueilli les choses et j'ai avancé et je me suis pas laissé le choix parce que le cancer et la vie ne m'a pas laissé le choix en fait. Et t'as décidé de prendre la vie aussi. Ouais. De choisir la vie. Ouais. Comme dit une copine, tu ride the horse, quoi. Ouais, tu t'y vas, quoi. Donc moi, c'est ça que je retiens, ouais, c'est que on a une force en soi. Pourtant, tu me vois, hein, je fais 43 kilos, je faisais 42 kilos au début de ma chimio, 1m60, j'ai un petit gabarit, tu te dis, waouh, mais... Elle est tenace. Elle est tenace. Comment j'ai encaissé ça, tu vois? Je pense que mes médecins, quand ils m'ont vu arriver, ils m'ont dit, oula, celle-là, on va la perdre.
Mais non, mais le corps, il a des ressources insoupçonnées et ton mental aussi, en fait. Et c'est ça que je voudrais faire passer peut-être comme message, c'est de pas baisser les bras, même dans les moments les plus difficiles. T'as toujours un moyen, t'as toujours une ressource, t'as toujours une main tendue qui va te permettre de pas te laisser engloutir, quoi. Et accepter l'amour autour, parce que c'est essentiel, vraiment. Il y a pas de tabou. Il y a que de l'amour. Merci Justine pour ce beau récit. Avant de conclure, je vais faire un petit exercice de vrai-faux. Alors, on a pas mal discuté et je pense qu'on a balayé pas mal de choses. Mais ça nous permettra de revalider certains points qui paraissaient importants. Notamment un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est qu'on a tendance à se dire que le cancer du sein, c'est forcément héréditaire. Vrai ou faux? C'est faux. C'est un cancer qui peut l'être, mais pas seulement. Et donc, ce n'est pas parce qu'on n'a pas des cas dans notre famille qu'on est protégé. Et c'est quelque chose, c'est pas une phrase qui est forcément positive, mais j'ai envie de la dire quand même, c'est que ça n'arrive pas qu'aux autres. Tout à fait. Il faut vraiment l'entendre, quoi. Et ça n'arrive pas qu'aux autres. Alors, palpez-vous, renseignez-vous, faites le nécessaire, prenez soin de vous pour qu'on puisse justement prendre soin de vous après derrière aussi, quoi. Complètement. Il faut vraiment, en tant que femme, enfin, je pense qu'on y tend de plus en plus quand même aujourd'hui, mais être attentive à soi, à son corps, s'écouter. Et effectivement, le cancer du sein, il est pas forcément héréditaire. Moi, j'ai ma famille là, du coup, qui est en train de faire des tests, mais j'ai 0 cancer du sein dans ma famille, et pourtant, bah voilà. J'ai 32 ans, je vis bien, je mange bien, je fais attention à ma façon de vivre. Tu me dis pourquoi? Pourquoi? Mais bah, c'est comme ça. Ça a forcément quelque chose à m'apprendre et c'est comme ça que j'ai décidé de le voir en tout cas. J'ai une autre phrase. Justement, on parlait de mammographie et cette phrase, elle dit que je n'ai pas besoin de faire de mammographie avant 50 ans. Bah faux. C'est toujours vrai ou faux? Non, faux. Je dois faire une mammographie surtout. Si des signes se présentent. Ce n'est pas parce que, en effet, il y a un dépistage à partir de 50 ans tous les 2 ans que si on a moins de 50 ans et qu'on a un doute, on ne doit pas aller consulter et demander une mammo. On a vu du coup, c'est pas nécessairement la mammo, il n'y a pas que la mammo pour diagnostiquer le cancer du sein. Mais ne vous dites pas que vous pouvez attendre si jamais vous avez un doute. J'ai pas le droit, j'ai pas 50 justement, il faut foncer. Et je reviens, désolée, sur du coup l'importance j'ai pas parlé vraiment du personnel médical qui a pourtant un rôle clé et ça a vraiment moi été des pépites d'or sur mon chemin. Comme le petit poussé, j'ai eu des pépites tout au long de mon chemin vers ma guérison. Et c'est se faire confiance au personnel médical. Et il faut faire confiance, il faut aller se faire dépister et pas laisser traîner. Il n'y a pas d'âge, aussi c'est important de le rappeler. Tu peux avoir 18 ans, si tu as un doute, si tu as quoi que ce soit, va voir quelqu'un, va consulter. Il vaut mieux en faire trop que pas assez. Tout à fait. J'ai une dernière phrase. Je crois bien que ça va bien conclure cet épisode. Cette phrase, elle dit que la reconstruction psychologique après le traitement, elle est tout aussi importante que la guérison physique pendant. À 2000%. Autant pendant le processus, pendant le parcours de soins, je me suis toujours dit depuis le début qu'il y avait 50% du traitement qui était médical et qu'il y avait 50% qui était du mindset et de l'entourage et de l'amour et du soutien et tout ce que j'ai eu la chance de bénéficier avec mes proches. Et là, en fin de parcours, j'ai envie de dire même encore plus. Ouais, c'est maintenant que, en tout cas pour ma part, encore une fois, c'est maintenant que je dois tenir bon. Donc, osez vous entourer, osez attraper des mains, osez aller voir des associations, parler. Enfin, il doit pas y avoir de tabou, c'est hyper important. Et si justement vos proches ne peuvent pas vous accompagner dans cette épreuve, il y aura plein d'autres personnes pour le faire. Donc, n'ayez pas peur d'aller à la rencontre des autres. Tout à fait. Une de ces leçons que je tire de ce cancer, c'est que on a une mission maintenant de prévention et de sensibilisation auprès des femmes et encore plus des jeunes. Moi, je dis pas, voilà, qu'il faut pas sensibiliser les femmes de 50 ans, mais il ne faut pas sous-estimer en tout cas le cancer chez la femme jeune. Merci Justine.
Avant de conclure, j'aimerais finir sur une dernière petite question un peu plus légère. Et juste te dire que du coup aujourd'hui on est encore en septembre et cet épisode sortira en octobre. Je crois qu'il va se passer des choses pour toi en octobre. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus? Oui, avec plaisir. Effectivement, je prépare depuis quelques mois une exposition photographique pour Octobre Rose, donc qui va mettre à l'honneur les femmes atteintes de cancer du sein. Donc cette expo, elle va relater un petit peu différentes étapes par lesquelles on passe depuis le diagnostic justement jusqu'à la rémission. Et donc ce sera des portraits de 12 femmes, 12 portraits, pour faire passer le message que justement le cancer du sein c'est pas qu'en octobre et que c'est toute l'année, que ça touche toutes les femmes de toutes conditions sociales. Et le message, c'est un message fort encore, vraiment de sensibilisation. Et voilà, si, tout comme ton podcast, si cette expo, elle peut nous sensibiliser qu'une seule femme, c'est pari gagné et mission réussie pour moi. Cette expo, du coup, il y aura une inauguration le lundi 30 septembre à 17h à l'Assemblée de Polynésie française. Et elle y restera quelques jours et ensuite elle sera déportée dans le hall du CHPF du 14 au 19 octobre. Et demain on est vendredi 13. Et demain on est vendredi 13. Et voilà. Et demain. Demain sera un nouveau jour vers une nouvelle Justine. Carrément. Je voulais le souligner parce que justement en relisant ton récit, je me suis dit c'est un beau clin d'œil à un jour près. Ouais. La boucle est bouclée et j'ai hâte de voir cette expo et merci pour ce que tu continues de faire pour les autres. De par ce témoignage, de par cette expo. Et j'ai été ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui. Merci à toi de m'avoir accueillie et j'étais honorée de pouvoir partager mon histoire. Bon, est-ce que je la pose cette question quand même? Oh yeah, vas-y. Si tu devais choisir une chanson qui te met de bonne humeur, peu importe le moment, peu importe quand, laquelle tu choisirais? Ça serait la musique du coup qui est dans l'âge de glace qui s'appelle Send Me On My Way. C'est une musique du bonheur, voilà, qui rend content à toute épreuve. Ce que je te propose, c'est qu'on puisse en mettre un petit extrait juste après. Carrément. Merci encore, Justine. Merci à toi, Angelina. Merci à toutes et tous pour votre écoute et pour être restés jusqu'au bout de cet épisode. Encore merci pour votre soutien. D'ailleurs, si vous pouviez prendre une petite minute pour noter ou commenter cet épisode, ça me serait d'une grande aide. Et pour ne rien louper, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Féminouille Podcast.